Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'animer cette table ronde 3 dédiée à l'Europe et aux avancées, puisqu'on a le mot est lourd, mais on est à un moment important en matière d'accélération sur le non-financial reporting, l'extra-financier en Europe d'ailleurs et hors d'Europe. Alors moi-même, je suis membre du bureau de l'OI et actif sur une organisation internationale dédiée également aux immatériels Wiki, dont l'OI est le membre français. Pour parler d'Europe en pointe sur l'immatériel, le sustainable et la question d'un standard européen extra-financier, j'ai 3 intervenants de très grande qualité que je vais citer dans l'ordre alphabétique. Donc Nicolas Bonleu, qui est le directeur général de Liber Aerospace, qui est la division aéronautique ferroviaire du groupe allemand Liber, qui est un très grand groupe de 60 000 collaborateurs. Nicolas Bonleu ayant lui-même à peu près 6 000 collaborateurs, donc c'est une très belle entreprise. Nous aurons également Patrick de Cambourg, président de l'autorité des normes comptables françaises et qui est également en ce moment, et c'est important de le préciser dans le cadre de cette table ronde, le chair d'une task force de l'EFRAG sur les normes d'information extra-financière. Et enfin, Jean-Paul Gauzès, qui est le chair, qui est le président du conseil d'administration de l'EFRAG, qui est le European Financial Reporting Advisory Group, qui est une association donc créée en 2001, soutenue par la Commission européenne et qui a un rôle très important pour servir l'intérêt public dans le domaine du reporting financier et on le verra également dans le domaine du reporting extra-financier aujourd'hui. Alors, dans cette table ronde, je vous propose 4 temps. D'abord, il y aura 3 questions sur lesquelles nos 3 intervenants réagiront et ensuite, bien sûr, une séance de Q&A qui viendra entre les intervenants, vous-même les participants, et j'espère qu'il y aura bien sûr de l'interactivité. Je vous propose tout de suite donc de passer à une première question un petit peu générale finalement. Pourquoi aujourd'hui la nécessité d'un non-financial reporting européen qui existe déjà mais qui accélère? Finalement, pourquoi cette accélération de l'histoire? Et pour cela, je vais demander à Patrick de Cambourg d'intervenir en premier. Merci Patrick. Micro. Excusez-moi. Merci Jean-Philippe. Effectivement, l'Europe a été relativement en position de précurseur puisque la première directive sur l'information non financière remonte maintenant à 2013-2014 et sa mise en œuvre a commencé en 2017-2018. Mais assez vite, ce qui est relativement... Enfin, c'était un peu anticipé, mais ça s'est véritablement très vite confirmé. La première directive européenne était largement principielle. Elle posait des principes et elle ne fixait pas le cadre de la mise en œuvre. Quand vous lisez la directive elle-même, elle est très courte. Elle a été complétée par des guidelines par l'Europe en 2017, mais ces guidelines, ne sont pas obligatoires et 2, sont assez générales et illustratives. Il y a eu un effort complémentaire en 2019 sur tout ce qui est relatif au climat, qui a donné lieu donc à un complément de guidelines, cette fois-ci beaucoup plus précis, mais qui reste néanmoins encore indicatif et d'application non obligatoire. Chaque pays a eu à transposer la directive, ce qui a donné lieu à des transpositions de degrés divers, la France étant évidemment, compte tenu de l'inspiration que l'on connaît bien, étant plutôt dans le camp de ceux qui ont mis en œuvre la directive de façon approfondie. Et en créant d'ailleurs aussi une obligation de vérification externe, d'audit, là où d'autres pays n'ont pas fait. Il n'y a que l'Italie et l'Espagne qui ont fait comme la France, parmi les États membres. Donc, en fait, une vision très pionnière, mais avec un champ très ouvert et plutôt une forme de
de phase 1. Et assez rapidement, la Commission s'est rendue compte de deux choses. La première, la mise en œuvre de la première directive, donc, que je viens d'évoquer, qui est la directive en vigueur aujourd'hui, a donné lieu à énormément de variations dans la mise en œuvre, ce qui fait qu'on n'arrive pas à la comparabilité, ni d'ailleurs à la pertinence de l'information qui est requise. Et tout le monde considère aujourd'hui que l'information des entreprises doit marcher sur deux jambes, une jambe financière bien connue, qui est très stabilisée, très développée parce que de nombreuses années ont été passées pour raffiner le modèle. Et la deuxième jambe, c'est une jambe non financière ou de développement durable, comme on veut, qui, elle, est en fait en recherche de maturité. Et on est plutôt au début de son voyage, étant entendu qu'il y a urgence sur un certain nombre de sujets. Donc, tout le monde a considéré qu'il fallait, si j'ose dire, de façon un peu triviale, embrayer la seconde. La deuxième raison, c'est que les politiques qui sont développées au niveau européen sont assez largement tournées autour de l'environnement et du social. Et que dans ce contexte-là, développer des politiques, mais ne pas avoir la donnée qui correspond, crée une véritable difficulté. Et c'est d'ailleurs ce que les institutions financières sont en train de découvrir, c'est-à-dire que les institutions financières, on leur demande de faire d'expliquer comment, à travers le levier de la finance durable, ils influent sur les transitions, mais ils sont un peu dépourvus. Quand je quitte cette réunion, je vais aller présider la commission climat et finances durables de la CPR, et la CPR est obligée de constater qu'il faut absolument normer, parce qu'aujourd'hui, les institutions financières sont en difficulté pour obtenir des gens qu'ils financent ou chez qui ils investissent toutes les informations requises par la mise en œuvre des nouvelles réglementations européennes. Alors, c'est un aiguillon, mais c'est un aiguillon fondamental. Et comme c'est un axe politique clé de l'Europe, c'est à l'évidence un point qui mérite attention. D'où cette accélération. Le commissaire, le vice-président exécutif Dombrovskis, en janvier, a dit qu'il allait faire trois choses. Il a dit qu'il allait que la Commission allait réviser la directive. C'est en cours, avec un objectif à fin premier trimestre 2021. Il a dit qu'il fallait aussi des standards, parce que le niveau législatif n'est pas suffisant, il faut un niveau 2 de bonne qualité. Et il a ajouté, je vais demander à l'EFRAG de conduire un travail préparatoire. C'est celui auquel, Jean-Philippe, vous avez fait allusion. Alors, je vais peut-être justement en profiter pour donner la parole à Jean-Paul Gauzès, puisque vous avez cité l'EFRAG. Et Jean-Paul Gauzès, pourriez-vous nous rappeler le rôle que joue déjà l'EFRAG dans tout ce sujet du non-financial reporting et le rôle qu'il aura aussi de façon croissante, on peut l'estimer, dans les prochains mois et les prochaines années? Alors, jusqu'en 2018, l'EFRAG était exclusivement ou essentiellement intéressé par l'aspect financier. Et moi, j'insiste sur le premier rôle de l'EFRAG, c'est celui de conseiller la Commission européenne dans le cadre des procédures d'endorsement, de validation des normes ISB. En 2018, dans le cadre du plan d'action sur la finance durable, la Commission nous a demandé de créer un laboratoire européen pour réfléchir non pas à de la réglementation, mais pour faire un inventaire des bonnes pratiques dans le domaine non financier. Ça a été l'embryon. Le premier rapport a été fait au bout d'une période d'1 an, qui se consacrait au climat. Deuxième sujet est en cours d'étude sur le lien entre les opportunités et le business plan. Et on a créé la troisième task force. Je n'oserais pas dire que c'est la plus importante, mais je le pense quand même. La troisième task force qui est destinée à faire ce travail préparatoire qu'évoquait Patrick à l'instant, pour réfléchir à la question de savoir
si on devait aller plus loin dans l'élaboration de normes, de normes non financières. Alors, il faut quand même avoir présent à l'esprit que ce travail qui est fait, donc, qui a été confié à l'EFRAG, qui a créé un groupe de travail, comporte au total à peu près 50 personnes, y compris des représentants des agences et autorités publiques européennes. Ce travail est fait à titre exploratoire. Il n'y a pas de décision qui a été prise. La décision sera prise lorsque la directive sur les normes non financières aura été révisée et s'il apparaît opportun d'aller plus loin. Il n'en reste pas moins qu'en créant ce dispositif, le vice-président Dombrovskis allait dans le sens souhaité par le Conseil européen quelques mois auparavant, qui demandait qu'on étudie cette question. Il reste, et ça ne vous étonnera pas, qu'en Europe, il y a des points de vue différents. Il y a des pays qui sont tournés vers l'internationalisation, la globalisation, comme on dit, et d'autres qui pensent que le niveau européen est un niveau incontournable, ce qui ne veut pas dire qu'on se ferme à des dispositifs internationaux. Mais, comme le disait Patrick à l'instant, il y a en Europe un certain nombre d'exigences spécifiques qui doivent nous amener à adopter des normes qui soient cohérentes avec notamment les règles de taxonomie, avec le Green Deal. Donc, voilà pourquoi les fragments se travaillent. Les rapports doivent être rendus à la fin du mois de janvier 2021. Malgré les difficultés liées à la crise, le travail se poursuit activement et je pense qu'on sera fixé sur ce qu'il adviendra dans à peu près 1 an et demi ou 2 ans après, c'est le temps d'élaboration de la directive. Et le vice-président m'a demandé personnellement de réfléchir à ce que devraient être les FRAG si, après avoir adopté l'idée de normes non financières européennes, on décidait de confier à l'EFRAG le travail, non pas d'édicter les normes, mais d'écrire les normes qui ensuite devraient avoir le circuit des décisions habituelles de l'Union européenne. Merci beaucoup, Jean-Paul Gauzet. Je vais tout de suite passer la parole aux dirigeants d'entreprise. Donc, dans ce contexte data, standardisation data, donc merci de nous donner votre point de vue du terrain et du monde de l'entreprise. Nicolas Bonleu. Merci Jean-Philippe. Merci également à l'Observatoire de l'immatériel pour votre invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, les normes non financières, c'est ce qui manque aujourd'hui pour boucler la boucle. C'est le chaînon manquant de toute cette chaîne vertueuse dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'industrie, d'aéronautique, de technologie, d'ancrage territorial. Notre ministre nous a parlé de financement de l'immatériel d'une manière générale et de la technologie en particulier. Tous ces éléments vertueux qu'on n'arrive pas nécessairement à concrétiser parce qu'il manque un chaînon manquant. Et c'est d'ailleurs ce que a très bien dit Monsieur Ballas en parlant de marché public dans la table ronde précédente. Avant d'entrer dans le détail, quelques mots à propos de Liber. Liber, c'est un groupe familial qui appartient exclusivement à la famille fondatrice, la famille Liber, qui n'a que 75 ans d'existence. J'en profite de te dire pour tout mon respect et toute mon admiration pour le groupe Ballas qui a 150 ans d'existence de plus. Nous sommes très admiratifs. Le groupe Liber, c'est un groupe d'environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en pré-Covid et 60 000 collaborateurs, vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Philippe, qui est très diversifié. Vous connaissez peut-être les produits grand public, les réfrigérateurs ou les caves à vin. Vous connaissez peut-être les engins de travaux publics, les toupies à béton, les grues, les pelleteuses. Et l'une des divisions qui est la moins connue du grand public et qui est celle que je dirige est celle de aéronautique et ferroviaire, qui est donc spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes embarqués à bord des avions, à bord des trains, à bord des voitures. Le groupe Liber, grâce à son actionnariat familial, est très orienté vers le long terme et a toujours contribué au progrès technologique dans toutes ses divisions et notamment dans l'aéronautique où on investit plus de 15% chaque année de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, ce qui est bien au-delà de la moyenne du secteur.
Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, pour répondre précisément à la question, c'est que les critères d'attribution de marchés publics aujourd'hui ne permettent pas de valoriser et encore moins de sélectionner les produits ou les fournisseurs vertueux. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait parlant. Nous avons chez Liebherr développé une technologie 100% verte de climatisation des trains. Vous savez que les climatisations des trains sont des éléments parmi les plus polluants des trains puisqu'ils rejettent dans l'atmosphère des réfrigérants chimiques qui notamment dégradent la couche d'ozone. Eh bien, ces climatisations 100% vertes développées en Europe, à Vienne en Autriche et à Toulouse en France, testé par les opérateurs ferroviaires comme la SNCF en France ou la Deutsche Bahn en Allemagne, financé parfois par des fonds publics pour la recherche, sont des climatisations qui finalement ne trouvent pas leur chemin dans les appels d'offres publics des grands opérateurs que sont SNCF ou Deutsche Bahn, car in fine, le critère qui prévaut toujours et dont on n'arrive pas à dévier, si j'ose dire, c'est le coût d'acquisition à court terme. Je parle à dessein du coût d'acquisition à court terme, c'est-à-dire qu'il ne compte pas d'autres aspects financiers comme le coût d'exploitation, par exemple, sur 30 ans d'exploitation du train. Et ce coût d'acquisition à court terme est finalement le critère qui prévaut toujours et qu'on n'arrive pas à surpasser, à surmonter, sauf dans certains cas, quand vraiment il y a une volonté politique extrêmement forte. En Allemagne, par exemple, la Deutsche Bahn a réussi, si j'ose dire, à commander cette technologie à certaines occasions. Mais je dirais quand il n'y a pas une volonté politique extrêmement forte, les gestionnaires de l'argent public que sont les grands opérateurs ferroviaires européens ne sont pas en mesure aujourd'hui, du fait des contraintes auxquelles ils sont soumis, ne sont pas en mesure finalement de prendre des décisions d'attribution de marché autrement que sur le critère de coût d'acquisition à court terme, ce qui évidemment empêche de matérialiser tout l'effort qui a été fait par le groupe Liebherr notamment, mais également tout l'écosystème dont nous participons pour développer des technologies vertueuses à tous les points de vue. Merci beaucoup Nicolas Bonleu. Je voudrais passer à un deuxième temps de cette table ronde. On a bien compris l'importance du pourquoi et de cette montée en puissance en Europe. Ça a déjà été un petit peu abordé. Je voudrais revenir sur un petit peu le comment. Parce qu'on voit des cheminements, il y a différents scénarios qui se dessinent entre l'Europe et effectivement des approches plus globales. Il y a différents scénarios qu'on peut entrevoir, soit une approche globale qui l'emporterait sans spécificité européenne, soit deux mondes parallèles qui s'observeraient, des initiatives globales et puis l'Europe qui tracerait son chemin. Il y a d'autres possibilités que l'Europe discute avec d'autres initiatives pour arriver à un modèle moyen de reporting, enfin commun de reporting. On voit vraiment que la visibilité n'est pas forcément claire parce que beaucoup de choses bougent. Hier, l'IRC et SASB ont annoncé leur fusion, donc ça montre bien toute la tectonique hors d'Europe qui se passe. Pour en parler un petit peu, puisque derrière ça, c'est des gros enjeux très clairs pour tous les acteurs, d'ailleurs, standardisation, hard law, régulation à la française, approche plus globale, soft law à l'anglo-saxonne. Pour aller un petit peu dans ce sujet, en essayant, merci messieurs, d'être didactique, puisqu'on on a des participants de tous les horizons, peut-être exprimer un petit peu les différents sujets sur le comment de ce reporting non financier. Et je donne tout de suite donc la parole à Patrick de Cambourg. Il faut activer le son, Patrick. Excusez-moi. Pardon, désolé. La task force a pour objet de travailler sur la manière qui serait la plus adaptée de doter l'Europe des standards qui permettent d'avancer. Étant entendu que nous sommes dans une phase, je pense que l'Europe a des exigences, comme ceci a été expliqué d'ailleurs par Jean-Paul, qui vont de ce que l'on observe dans beaucoup de zones économiques. À titre personnel, mais c'est très personnel, j'ai la faiblesse de penser que c'est plutôt une chose positive que de se mettre en position d'affronter et de communiquer sur la manière
d'affronter les transitions et de communiquer sur la manière dont on gère ces transitions. Je pense que ça, à moyen et long terme, cela ne peut que payer en termes d'attractivité, mais aussi en termes fondamentalement de développement des entreprises. Donc la manière, le mandat qui a été donné à EFRAG et donc à la task force que j'anime est de regarder d'abord ce qui existe, de ne pas réinventer la roue. Je donne 2 chiffres qui sont édifiants. Lors les premiers travaux que nous avons conduits dans le mois et demi, presque 2 mois maintenant écoulés, nous avons identifié près de 100 initiatives qui, d'une manière ou d'une autre, font des propositions en matière d'information non financière ou de développement durable. Et ces initiatives supportent à peu près plusieurs milliers d'indicateurs possibles. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de foisonnement total. Donc, il nous semble, là j'anticipe un peu sur les recommandations, donc c'est une opinion personnelle, je dois faire ce caveat, il nous semble que la manière d'avancer, c'est d'aller rendre cohérent par la légitimité publique qui serait donnée par le standard 7 heures, la préparation par un standard 7 heures de normes qui seraient adaptées à l'Europe, mais qui ne seraient pas nécessairement en divergence avec les normes qui ont déjà été développées par ailleurs. Il faut savoir que c'est quand même partiel, hein, et celles qui pourraient l'être à l'avenir. Donc il y a une vision un peu modulaire des choses qui consiste à dire qu'on ira chercher ce qu'il y a de bon ailleurs et on complétera, et ce que l'on complétera servira aussi à la dimension globale. Donc la vision que l'on peut avoir, qui est très préliminaire, et il faut être 2 pour que ça marche, c'est qu'il y aurait une interaction intelligente à organiser entre un niveau global qui sera peut-être plutôt plus petit commun dénominateur, parce que pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas si facile. Enfin, je prends toujours l'exemple particulier. Je veux bien essayer de mettre les Chinois d'accord sur un standard de droits de l'homme. Ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, on ne peut pas marcher sur tous les points. Et par ailleurs, les centrales à charbon d'un côté, le nucléaire de l'autre, il y a beaucoup d'arbitrages complexes. Donc, il y a une dynamique internationale, qui est souvent d'ailleurs plutôt anglo-saxonne, voire plutôt stimulée par des organismes de gestion de données ou de médias ou d'investissement anglo-saxons et même nord-américains assez largement. Vous avez une réflexion au Royaume-Uni qui est assez tournée vers la finance et pas tellement vers l'impact sur la société. Mais ça, c'est pas mauvais en soi, c'est un élément d'un dispositif. L'Europe a toute sa place pour intégrer, adapter et compléter. Et à ce titre, renvoyer l'ascenseur, si j'ose dire, puisqu'il serait assez paradoxal que l'Europe crée des obligations et que ces obligations soient remplies par des normes qui soient faites quelque part ailleurs. Le SASB dont vous parliez, par exemple, je discutais avec la directrice générale, CEO, qui m'a indiqué que probablement à peu près 20% des indicateurs, il faut savoir que SASB, c'est sectoriel, 77 secteurs, donc c'est 13 indicateurs par entreprise, pas plus. Donc si on savait résoudre le problème avec 13 indicateurs, ce serait fantastique. Mais ce n'est pas le cas. En revanche, elle le dit elle-même, c'est un élément, c'est une brique du mur. Mais 20% de ces indicateurs sont liés à une réglementation nord-américaine, c'est-à-dire au respect d'une réglementation nord-américaine. Bon, je ne pense pas qu'il soit... Enfin, il faut l'adapter, elle le dit elle-même. Merci, donc, je vais tout de suite en profiter pour lancer la parole à Jean-Paul Gauzès, peut-être pour compléter justement sur le rôle de l'EFRAG et puis de l'Europe dans toute cette dynamique internationale, pour compléter ce que Patrick a déjà brillamment présenté. Alors, c'est Patrick qui est le grand spécialiste. Moi, vous savez, je suis juriste à l'origine. Je suis avocat honoraire en Conseil d'État à la Cour de cassation, donc je suis dans un monde qui n'est pas ce monde habituel. Et si j'ai été mis là, c'est parce que je connais un peu le fonctionnement européen et que pendant mes 10 ans au Parlement européen, j'avais assez bien travaillé sur
sur les sujets financiers. Mais le rôle de l'EFRAG, il est relativement modeste aujourd'hui. Il est le catalyseur de la réflexion et l'EFRAG se prépare éventuellement à faire davantage si on le lui demande. Moi, je me ferai une remarque très personnelle et peut-être pas optimiste, c'est que malheureusement, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, il y a beaucoup de divisions en Europe. Si on se souvient des raisons pour lesquelles l'Europe a abandonné sa souveraineté comptable, une partie de sa souveraineté comptable à l'ISB, c'est bien parce que les États membres n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une solution commune. Et aujourd'hui, moi, je constate, et je le constate au bord de l'EFRAG, où on a des représentants de différents pays, je constate qu'il y a non pas des fractures, mais des différences majeures d'appréciation en fonction notamment de la taille des pays. Et si on reste dans le domaine politique un instant, je pense que ceci ne sera pas simplifié par la nouvelle administration américaine. Je vous donne un exemple très concret. Au Parlement européen, il y a quelques députés qui s'intéressent à ces questions, notamment un député vert qui s'appelle Sven Giegold, que je connais bien, avec qui j'étais au Parlement pendant 10 ans. Et récemment, il a dit à un responsable administratif de l'Union que l'idéal serait de se mettre d'accord avec les Allemands et avec les Américains, et que finalement, si on ne se mettait pas d'accord avec les Américains, il faudrait qu'on parte tout seul. Et donc, vous voyez, il y a des appréciations très différentes, notamment les pays qui commercent beaucoup à l'extérieur, qui ne sont pas d'immense taille, disent, nous, on est internationaux, donc on a envie de normes internationales. Ceci étant, à titre personnel, je pense que l'initiative européenne serait la bienvenue, parce que nous avons besoin de ce genre de dispositif pour participer à la souveraineté européenne. Et sinon, à défaut d'être leader ou catalyseur, l'Europe ne comptera pas. Je vais donner la parole au chef d'entreprise sur ce sujet, donc sur le comment. Je laisse donc Nicolas Bonleu réagir. Le son. Excusez-moi, merci. Je considère que le bon échelon pour faire progresser ces sujets, c'est sans conteste l'échelon européen. L'échelon européen, d'abord parce que les problématiques que ma société, par exemple, Liber, affronte sont des problématiques européennes. Nos concurrents sont pour l'essentiel américains ou chinois. Les marchés sont des marchés européens dans mon métier. Mais ensuite et surtout, parce que ces problématiques sont intimement liées à celles de la protection de la propriété industrielle et intellectuelle dont on a parlé plus tôt, et la thématique de la défense des intérêts des sociétés européennes en termes de propriété industrielle est très liée à la Chine d'un côté et à l'Inde de l'autre. Et les négociations avec ces pays-là, notamment en termes des réglementations, doivent avoir lieu à l'échelon européen et pas à l'échelon, par exemple, français. Nous sommes, nous, chez Liber, par exemple, fournisseurs d'une technologie unique fabriquée à Toulouse, notamment pour développer des compresseurs pour la pile à combustible pour le véhicule à hydrogène. Nous avons, avec nos clients chinois, constructeurs automobiles et constructeurs de trains qui sont très avancés dans la propulsion à hydrogène, des collaborations très riches. Mais nous avons la plus grande difficulté du monde à empêcher et à convaincre les autorités chinoises d'empêcher que des copies soient faites en Chine de nos compresseurs, en l'occurrence ce qu'on fait à Toulouse, et équipent les véhicules chinois. Et la faiblesse du positionnement à la fois de l'Europe de ce point de vue-là, de la réglementation, de la valorisation de ces actifs immatériels dans les critères de décision, joue un rôle clé aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous pensons que ce sujet est un sujet qui doit être pris en charge au niveau européen beaucoup plus qu'au niveau national. Par ailleurs, nous considérons que c'est un sujet qui doit avoir valeur de force
contraignantes. Je parlais tout à l'heure des difficultés de faire prendre des décisions à des opérateurs dépositaires de l'argent public et soumis à des normes de marché public européens. Je parlais de leur difficulté aujourd'hui à prendre des décisions sur d'autres bases que le strict coût d'acquisition à court terme. On parle bien ici de règlements européens. Quand je demande à la SNCF ou à Deutsche Bahn pourquoi ils préfèrent acheter des climatisations chinoises que des climatisations toulousaines, l'argument permanent, ce sont les directives européennes. Alors, il ne faut pas leur donner peut-être trop d'importance, mais en revanche, ça illustre quand même qu'il y a une vraie impulsion qui doit venir du niveau européen et plus national, en tout cas dans des sujets comme celui-là. Merci beaucoup. Avant, on aura du temps pour la Q&A session et il y a 2 interventions prévues. Je vois Kotora et Alban qui interviendront. La dernière question, et elle va venir naturellement puisque je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de la JNAI, donc les immatériels. Et donc, on a parlé de non-financial reporting, de ESG, de sustainability, mais j'aimerais avoir l'avis de nos speakers sur la place qui doit être donnée aux immatériels dans le cadre du non-financial reporting, au moins dans ce cadre européen que tous les 3 vous supportez activement. Et je vais à nouveau du coup donner la parole à Patrick pour ce sujet. Merci Jean-Philippe. Peut-être une petite remarque en réaction, et Dieu sait si nous travaillons ensemble, je dirais quasi quotidiennement ensemble avec Jean-Paul. Je crois qu'il a raison de souligner les difficultés, mais je pense aussi que nous sommes à la croisée des chemins où l'Europe est objet, où l'Europe est sujet. Et j'ai la faiblesse de penser que l'Europe doit être sujet. Nous avons un monde, même avec l'administration Biden et certainement avec la puissance publique chinoise, nous avons un monde qui n'attend pas spécialement, qui n'est pas simplement là pour nous faire des cadeaux ou fonder des coopérations. Nous avons toujours une vision extrêmement positive, nous, de ce qui se passe aux États-Unis. Rappelons-nous que c'est par l'administration Trump qui a commencé à distendre les liens avec l'Europe. Bon, enfin bref, donc j'ai une vision légèrement plus déterministe et plus positive. Voilà. Alors sur le sujet des intangibles, c'est absolument essentiel. En fait, les intangibles ont trouvé modestement, mais un droit de cité dans le panorama européen. C'est-à-dire qu'il y a une vision, entre guillemets, punitive je dirais, de l'information sur le développement durable. En d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait peser sur la profitabilité de l'entreprise? Ça, c'est ce qu'on appelle le outside in. Et qu'est-ce que l'entreprise est en train de faire encore contre l'environnement ou le social, ou etc. Donc ça, c'est la vision punitive, qui est d'ailleurs assez paradoxale, parce que les bonnes entreprises sont celles qui ont une vision très large des facteurs de croissance et de succès, et on observe qu'on tendrait, si vous voulez, à réintroduire dans les comptes des risques ou des chiffrages qui pénaliseraient profit et fonds propres, alors qu'en fait, la capitalisation boursière montre qu'il y a un énorme écart. Donc, même après confinement, et pour plein de raisons. Donc, la vision punitive du non-financier n'est pas une bonne vision. Elle doit être complétée par la vision positive de la création de valeurs internes et externes que génère cet endroit fondamental qu'est l'entreprise, qui est un lieu de vie, un lieu de création de richesse, pas seulement de richesse financière, mais aussi de richesse sociétale. Et donc, pour la première fois, d'une certaine manière, dans la consultation de la Commission européenne sur l'information non financière, il y a eu la question « Et que pensez-vous des intangibles ?» Et la réponse a été « Ah bah oui, idéalement, il faudrait couvrir ce sujet. » Et il faut reconnaître que dans notre investigation, nous trouvons peu d'avancées. Autant il y a des avancées sur le risque climatique, autant il y a peu d'avancées sur les intangibles et le côté positif de la chose. Donc c'est pour ça que
de façon, c'est pas la première fois que je viens à Wiki, et que je trouve que Wiki a un rôle particulier à jouer, hein, qui est celui de défendre et d'être le porte-drapeau, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, le porte-drapeau de cet élément de création de valeur interne et sociétale que représente, que l'on qualifie généralement d'immatériel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Paul Gauzès m'avait indiqué dans le cadre de la préparation qu'il allouerait son temps et qu'il le donnerait à Patrick de Cambourg sur ce sujet. Et ça me permet directement, pour terminer ce temps des questions, de clore avec Nicolas Bonleu sur le point de vue de l'entreprise, sur les immatériels. Il l'a déjà abordé, mais c'est le moment de nous donner une petite conclusion, s'il vous plaît, avant d'avoir les minutes de Q&A. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que on en a beaucoup parlé, mais les immatériels, c'est une façon de promouvoir une vision européenne de la vie sociale, sociétale et économique. Et c'est une façon également de sortir de la concurrence déloyale que nous livrent ceux qui sont capables d'obtenir une compétitivité coût largement meilleure que la nôtre. Nous savons tous qu'en Europe, pour beaucoup de raisons, dont celles dont nous avons parlé, mais beaucoup d'autres également, notre point fort dans la compétition internationale est très rarement la capacité à être le moins cher, très rarement, et ce n'est pas sur ces sujets que nous développons nos offres. En revanche, rendre l'Europe capable, rendre les décisionnaires européens, publics et privés, capables de penser autrement que strictement par le coût, c'est aussi promouvoir, à la fois en Europe, mais sur les marchés étrangers, cette vision de l'Europe qui est faite de culture, de respect, d'harmonie sociale, d'harmonie culturelle, et de l'ensemble des actifs immatériels dont on parlait plus tôt. C'est une façon aussi de rendre une compétitivité aux entreprises européennes, compétitivité qu'elles ont perdue du fait de la suprématie du coût comme critère de sélection. Et donc, moi, en tant qu'entreprise européenne, je considère que l'avenir de nos entreprises européennes, pas seulement en Europe, mais sur les marchés internationaux, passe par la capacité de l'Europe à se doter de ces dispositifs qui permettent de faire en sorte que les décisions ne soient pas seulement prises sur les coûts. Je vais tout de suite donner la parole à notre invité Kotora, qui a envoyé plusieurs mots. Est-ce qu'on peut donner la parole à cette personne? Kotora? Oui, je suis là. Merci. Oui, oui, je vous écoute. Oui, vous avez fait plusieurs remarques sur l'immatériel, sur l'initiative de l'Europe. Est-ce que vous auriez une question? Oui, c'est que bon, je suis immergé dans cet immatériel depuis 2004, 2005. J'ai même mon entreprise déposé un brevet, mais bon, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions au temps de Thierry Breton, à la suite de l'affaire évidemment Enron, avec ensuite la législation américaine qui a changé d'abord par Baruch Lev sur 141-142, enfin l'article 141-142, et l'Europe en vitesse, pareil, un peu comme aujourd'hui, elle se mobilise, elle s'est mobilisée avec Thierry Breton et tout. On a beaucoup avancé, il y a des publications françaises qui témoignent qu'il y avait une pléiade des grosses têtes intelligentes et tout, qui boostaient pas mal autour de comment l'organiser, comment le mesurer, qu'on était presque prêt pour légiférer sur 38-36 et comment il faut déclarer, comment, etc. Et tout d'un coup, le patronat, évidemment le patronat du CAC 40, pas que le patronat français, le patronat d'Europe, a gagné au niveau européen politique
et que tout d'un coup, on a oublié complètement l'immatériel. Mais on a fait, à l'époque, c'était une faute, parce que le politique s'est attaqué par le fiscal. Et évidemment que le patronat et tous les chefs d'entreprise que nous avons visités dans nos missions de consulting nous disaient évidemment leur vraie peur. Et la vraie peur, c'était, écoutez, si je veux faire ressortir tout le monde actif immatériel, voyez-vous un peu quel bénéfice et quelle taxe je vais payer. Je veux dire qu'il faut rassurer les entreprises qu'au moment où nous allons mettre sur la table toute cette richesse. Merci, monsieur. Patrick de Cambourg veut réagir à votre intervention, donc je propose de donner la parole à Patrick. Merci. Oui, j'ai deux réactions. La première, c'est que l'information non financière, pour l'instant, est loin de la fiscalité. La fiscalité prend pour base, parfois en s'en écartant, mais quand même, les chiffres de l'information financière. Donc, je pense que plus on développe la deuxième jambe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la branche non financière, plus on met en valeur l'entreprise d'une façon qui n'est pas, entre guillemets, taxable. Donc, en tout cas, c'est une conviction profonde, que j'ai. Par ailleurs, effectivement, vous avez une frange des entreprises qui, je pense, n'a pas encore tout à fait compris les enjeux, parce qu'il faut savoir que tôt ou tard, il y aura une réglementation, une standardisation non financière. Et donc, ne pas prendre en main ces destinées, c'est les confier à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Alors, il ne suffit pas d'espérer pour entreprendre, mais moi j'espère bien quand même que les entreprises ne referont pas ce qui a été fait à la fin des années 90, au début des années 2000, qui a été en fait de déléguer la responsabilité d'établir des normes par faiblesse dans le domaine financier à un organisme international, puisqu'on n'était pas capable, on n'a pas été capable à l'époque de se mettre d'accord. On a demandé à un tiers de nous mettre d'accord. Et aujourd'hui, il vole de ses propres ailes, avec des degrés divers, mais il a convaincu le Japon de prendre le même système, mais optionnellement. Donc les Japonais ont gardé leur distance, les Chinois convergent en substance, les Américains ont dit seulement pour les étrangers qui viennent se coter aux États-Unis, pour les États-Unis, nous on garde notre responsabilité. Donc finalement, c'est un système qui marche particulièrement bien en Europe, c'est paradoxal, et avec, bien entendu, Royaume-Uni compris. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une forte poussée qui ne veut pas dupliquer ce qui a été fait dans le domaine financier en 2002 par ce qu'on a appelé la régulation IAS. Alors, merci beaucoup, Patrick. Le résultat, je sais que je suis un peu long. Le résultat est un peu est contrasté, on pourra en discuter longuement, mais en tout cas, il y a une volonté forte de ne pas dupliquer, en tout cas chez de nombreux participants. Merci Patrick. Dernière question qui fera le lien avec l'intervention d'après. Je vous invite bien évidemment à suivre de Philippe Chestrat de l'ARC. Il y a eu donc hier l'annonce de la fusion entre l'ARC et le SASB. Patrick, je vais vous laisser à nouveau la parole, mais aussi au Jean-Paul ou au Nicolas. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter au travail actuel mené sur l'extra-financier? C'est une question d'Alban et Seth. Ça dépend si on se place sur le niveau, si vous voulez, sur le niveau de la communication et je dirais, du climat que ça instaure. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives privées, et que ce que j'appelle privées, c'est-à-dire n'ayant pas la bénédiction des pouvoirs publics. Donc, ces initiatives privées voient effectivement les choses bouger du côté notamment de l'Europe, et en particulier de l'Europe. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas de doute qu'il y aura un mouvement de consolidation parmi les initiatives privées. Maintenant, au plan pratique, je ne sais pas ce que dira mon ami Philippe, mais ce sont deux organismes assez différents. Hein.
c'est-à-dire que ça dépend si c'est une étape vers davantage un premier noyau de consolidation qui en ouvre d'autres, quitte à d'ailleurs aller se mettre sous l'ombrelle de la fondation IFRS. Mais ce que j'observe, c'est que vous avez d'un côté un acteur qui promeut des indicateurs sectoriels en petit nombre pour chaque entité, 13, j'ai dit en moyenne, et de l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas un standard setter, qui n'émet pas des standards, mais qui a des principes, d'ailleurs excellents, de management et de gestion du corporate reporting, intégration et connectivité. Donc on voit, ce sont deux éléments qui sont assez éloignés, qui se rapprochent. C'est un pas intéressant. Il faut savoir que l'IRC est une organisation qui a une certaine importance, mais qui a une équipe relativement restreinte. Hein, tandis que le SASB a une équipe qui était relativement restreinte, mais qui est en train de croître significativement. Donc, merci Patrick. Voilà. J'ai le rôle ingrat d'être le bad guy, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Vous avez raison. Et vous avez en fait, merci beaucoup, très bien introduit la prochaine intervention. Merci à nos 3 intervenants qui ont largement, avec succès, contribué à cette table ronde. Et on a bien compris que l'Europe est sujet et que les choses avancent. Merci à tous et je redonne le lien à l'organisation. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les 3. Je propose d'enchaîner donc avec Philippe Peuch-Lestrade, qui est directeur général délégué d'International Integrated Reporting Council, pour qu'il puisse nous donner son point de vue et également répondre à la question d'Alban, en tout cas de nous donner son commentaire sur le rapprochement qui vient de se faire. Merci Philippe. Oui, merci à tous. Vous m'entendez? Oui. Il y a le son est bon. D'abord, je veux rebondir tout de suite sur ce qui a été le sujet de la table ronde précédente, c'est-à-dire l'initiative de l'EFRAG et les descriptions très positives qui nous ont été données. Je salue cette initiative, car sans cette initiative, effectivement, l'Europe en tant que telle n'existe pas. Et l'Europe a un rôle moral à jouer, politique à jouer, pour être à la tête du mouvement mondial. Et moi-même, notamment Patrick de Cambourg, connaît mes sentiments. Je partage la ligne politique qui est derrière cette initiative européenne. Mais je commencerai un peu par provocation à citer, pour dire l'urgence dans mes propos d'avancée, les mots de quelqu'un qui était européen, mais dans une île qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui s'appelait Winston Churchill. Churchill a dit en 1936 « Le temps de la procrastination, des demi-mesures, des retards apaisants et déconcertants prend fin. Nous entrons dans l'ère des conséquences. » Et aujourd'hui, pour moi, les conséquences, c'est tout ce qui tourne autour de l'impact et de la performance. Et la performance, c'est bien évidemment, c'est l'étymologie du terme, faire mieux. Alors faire mieux, ça veut dire regarder le futur. Et là, on est dans le sujet des immatériels. Dès l'introduction de cette journée, Pascal Faure l'a dit, ce qui compte, c'est le futur, c'est-à-dire la perspective de long terme. Les enjeux sont des enjeux transgénérationnels, on dirait, sur le plan politique. Alors par rapport à cette dimension, comment se situe à mes yeux la perspective européenne et quels peuvent être mes encouragements pour moduler un peu ce que je redouterais par un enfermement européen. D'abord, je crois, comme certains intervenants l'ont dit en début d'après-midi, il y a un besoin pour les entreprises, pour leur écosystème, d'une dimension internationale, pour une bonne compréhension mutuelle des modèles d'affaires. On ne peut pas travailler avec une entreprise si on ne comprend pas ce qu'elle fait, vers où elle va. Que l'on soit salarié, que l'on soit client-fournisseur ou que l'on soit investisseur, on a besoin de comprendre. D'ailleurs, si vous prenez des intervenants aussi différents qu'Olivier Fournier, qui a dit qu'il faut penser global, ou Charles-Henri Dovigny, au niveau des investisseurs institutionnels, ils ont dit quelque chose de comparable. Et c'est dans ce sens d'une approche globale et internationale menée par l'Union européenne, qui seule en a, pour moi, la capacité et la légitimité, qu'on peut avancer. Et derrière ça, pour moi, c'est l'enjeu d'une meilleure gouvernance pour les entreprises, une meilleure économie et finalement un meilleur monde. Ça, c'est la première série d'observations. Deuxièmement, je me tourne plus spécifiquement vers Jean-Paul et Patrick, et concernant le rôle de l'EFRAG.
il ne faut pas jeter la robustesse des normes comptables à la poubelle. Parce que je sais que c'est pour certains un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent casser la logique du système comptable. La logique du système comptable, pour moi, est une condition qui n'est pas suffisante à la compréhension de l'entreprise, mais qui est quand même nécessaire. Alors, une fois que j'ai dit ça, et je rebondis sur les propos de Madame la ministre, elle a évoqué quoi? Elle a évoqué l'impérieuse nécessité de thèmes comme la confiance, l'organisation, les modalités pratiques de recherche et développement, l'innovation, l'agilité, tous des mots qui ne sont pas réductibles dans des normes et qui ne sont pas réductibles dans des indicateurs. Donc c'est là le champ un peu vierge des immatériels sur lequel j'encourage les uns et les autres à travailler ensemble pour évoquer comment les entreprises peuvent évoluer. Du côté des investisseurs, on trouve les mêmes défis. J'écoutais ce matin Philippe Zaouati et je lisais le rapport. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je vous signale que Paris Europlace vient d'émettre aujourd'hui un rapport sur investir utile et responsable. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans ces documents quand on entend Zaouati? C'est qu'en fait, les visions des analystes, des asset owners, des asset managers, des investisseurs, sur l'ESG, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent que l'ESG se limite finalement à un impact financier. On le voit bien par les travaux sur le chiffrage des effets de carbone, décarbonisation, etc. Et puis il y a ceux qui veulent derrière une véritable rupture et considèrent l'impact global et non pas l'impact financier sur la performance. Et l'impact, c'est-à-dire l'impact global, c'est pertinent pour l'ensemble des parties prenantes. Une fois qu'on a dit ça, et dans ce deuxième chapitre, une fois qu'on prend ce deuxième chapitre, j'attire l'attention des membres de l'EFRAG, représentés dans cette table ronde, sur les qui se mesurent. Il y en a d'autres qui se mesurent moins, et il y en a d'autres qui se mesurent vraiment pas du tout. Et ça, il ne faudrait pas les jeter à la poubelle, et j'encourage Wiki et l'Observatoire à être très vigilants sur ces sujets. Alors, puisque vous avez évoqué finalement l'IRC et l'annonce qui a eu lieu hier sur la création de ce qu'on appelle la Value Reporting Foundation, je voudrais attirer votre attention sur le communiqué de presse, parce que derrière, c'est au deuxième ou troisième paragraphe, enfin, très tôt dans le texte, qu'est-ce que l'on dit? On dit que les immatériels sont un levier indispensable à la création de valeur. Je ne connais pas dans les autres univers de normalisateurs cette reconnaissance de l'immatériel comme clé des travaux à venir et comme clé de la légitimité du travail fait par cet univers qui tourne autour du reporting. Et un peu plus loin dans la littérature, dans les pactoles que nous avons passés avec SASB, mais c'est oublié aussi qu'au départ, le pactole il est plus large puisqu'il couvre aussi le GRI et CDSB, puisque cette initiative a pour vocation de fédérer des mouvements qui sont très proches les uns des autres. Alors, Patrick, de façon un peu provocatrice, évoquait une centaine de règles, de normalisateurs, de tout ce que l'on veut. En fait, quand on regarde la pratique, SASB, GRI, CDSB, avec le point commun de l'IRC, ces quatre acteurs majeurs, les autres n'ont pas l'importance dans les entreprises ou auprès des investisseurs, comparables. Et donc, qu'est-ce que l'on dit dans cette plateforme AA4? Qu'il y a une opportunité à travailler ensemble pour travailler justement sur le capital intellectuel et sur le poids de l'innovation intellectuelle. Donc, c'est un peu cette perspective que je voulais mettre dans le débat. Une conclusion en 3 mots et 20 secondes, si vous m'y autorisez, c'est que toutes les réflexions sur l'immatériel doivent se faire dans le cadre d'un éclairage stratégique. Pour moi et pour l'IRC, le défi actuel, en fait, il est double. Pour les responsables d'entreprise, c'est de redonner du sens et de la valeur à leur rôle de dirigeant et au projet d'avenir de leur organisation, parce que c'est la gouvernance qui est clé. Il faut avoir une vision claire des objectifs à atteindre et des moyens nécessaires pour y parvenir. Et pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est faire le parti de la rupture et réinventer l'entreprise. Alors pour moi, ça, je retrouve quelque part cet esprit dans l'initiative EFRAG, mais surtout, je trouve dans les travaux de l'Observatoire et ces journées en son illustration, un champ de travail, parce qu'il va falloir quand même beaucoup travailler sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup Philippe pour votre intervention. Je vois qu'il est 17h24, je vous propose une petite pause pour qu'on reprenne à 17h30 sur la prochaine table ronde qui sera animée par Mathieu. Merci.
À tout de suite.